Grand D, le double jeu du rythme. Petit 1, le rythme, lieu du besoin, le rythme, lien du besoin à la jouissance. La légitimité identitaire. La faim est une rupture de stock, rupture du stockage des calories. Cette proposition orientera la quête de l'économie politique qui a pu tirer d'affaire le primitif, de le sortir de sa déréliction et torpeur antéprédicative. Dès le début, il y a immanence de l'économie du corps et de l'économie politique. Le besoin apporte une demande que l'économie politique doit satisfaire. L'échange est immanence et celle-ci osmose. Le service est immédiat. Le fœtus n'a pas le temps de demander qu'il est déjà servi. Dans l'ontologique, on retrouve aussi le même usage du principe d'immanence, la logique de la circulation du temps, correspondance et échange, circularité et éternel retour. C'est la vieille nostalgie du service impeccable, de l'engendrement réciproque, du mécanisme et du vitalisme. La faim trouble ces paisibles existences. Entre le besoin et sa satisfaction apparaît une inexorable distance, l'espace suffisant pour l'angoisse, la déshérence, la déréliction. Alors le rythme intervient. Il a le pouvoir démiurgique de recréer l'immanence. Alors le besoin coupe au plus court. Il est bien soumis au manque, mais selon une temporalité qui transforme le temps de l'angoisse en son contraire, la médiation, le détour qui garantit la consommation. Certes, la faille est apparue, mais elle a été prétexte au pont qui l'enjambe, qui la surdétermine et qui garantit la consommation. Alors le rythme se propose comme réponse à la problématique de la survie. Comment vivre quand on ne dispose que des conditions d'existence sans les moyens de subsister? Il suffit de se glisser dans la temporalité du rythme. Celui-ci fait le travail pour vous. Le rythme est une temporalité qui assure la médiation. Ce constat alors, si la prédation est incertaine, aléatoire en son résultat, ma médiation, mon détour, apportent leur nécessité. Celle-ci est propitiatoire et incantatoire. Elle est déjà mode d'emploi, rituel, formalisation. Elle se fait médiation de toute demande organique qui attend une réponse sociale. Elle est la certitude de l'accomplissement du besoin et du coup, le mode d'emploi de ce besoin. Elle constitue une nécessité inéluctable, comme celle de l'écoulement du temps. Étant donné A, passer par B, C, D m'amène fatalement à E. Toute une causalité s'enchaîne pour une finalité alors assurée. Le rythme est la temporalité du genre humain qui médiatise non seulement toute demande organique, mais toute relation avec l'univers. Ainsi se crée un monde rythmé, un concert de correspondances mis en place par un serviteur fidèle. Le rythme est le plus beau cadeau, il permet de consommer sans produire. Pas étonnant que la musique soit belle. Il est le Père Noël, toujours mobilisé pour notre plaisir. Le principe de plaisir soi-même, à notre service. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Non, tu jouiras sans travailler. Suis le rythme. Non seulement il garantit la consommation, mais il la rend permanente. Ce rythme-là est celui du genre qui se transforme lui-même de A qui devient A. À ce titre, il tend à se légitimer. C'est la temporalité du plaisir, celui d'exister, de jouir de la vie. Petit 2, la beauté vivante, décrocher le 16e de croche. L'art de vivre. Encore une révélation à faire. Le rythme joue un double jeu. S'il a effacé la différence, c'est pour mieux la cacher, dans le même, mais alors pour l'exaspérer, la radicaliser. Il introduit le doute, subrepticement, dans l'identitaire. Ce n'est qu'un tout petit rien, mais qui crée l'intervalle. N'est-ce pas le meilleur masque de la différence que de se glisser dans la proclamation identitaire? C'est le petit grain de sable qui empêche la machine de fonctionner, le petit caillou dans la chaussure qui empêche de marcher. C'est le 16e de croche.
C'est lui le responsable du double jeu, qui remet tout en question, qui apporte la nuance, laquelle apporte le doute dans l'identitaire. N'y a-t-il pas alors une duplicité originelle à partir de la commune mesure? Ce serait l'incapacité d'obéir à cette mesure, l'interprétation qui trahit ce qu'elle est le répétitif, le devenir dans la répétition. À l'origine immanente, la pierre angulaire de l'identitaire, la ligne mélodique, s'accomplit par la radicale contradiction du devenir et du répétitif. Pourquoi? Parce que le rythme a dû se soumettre à la culture des harmonies, celle que constitue la physique, l'ontologie, l'anthropologie. Le rythme devient en tant que détermination apportée par le centripète et le centrifuge, le même et l'autre, l'endogamie et l'exogamie. Alors le rythme peut être décomposé selon ces deux constituants, ces deux dimensions temporelles. D'un côté le répétitif, de l'autre le devenir. Celui-ci devient ligne mélodique, car il ne retrouve pas le temps aveugle et innocent de l'être. Il n'éprouve que le temps identitaire, celui qui se fait et se défait selon les harmonies. La mélodie, celle qui fait les mélodies, est cette expérience du temps qui consiste à se défaire de soi pour se refaire, de mourir à soi-même pour renaître, mort et résurrection. Autant le rythme veut ignorer la mort, par la répétition de la mesure, autant la mélodie l'assume. Elle se dirige vers la finalité du temps, la mort. Le 16e de croche apporte donc cette nuance, cette petite différence qui permet au genre de décider de son destin, de son être. C'est le lieu créatif par excellence, l'improvisation, ma décision sur le sens de ma vie. C'est la croisée des cheminements du temps, celle de leur convergence et celle de leur nouvelle orientation à chaque instant. C'est la première fois qu'on voit les 16e de croche apparaître. Ben oui, on se demandait il y a quelques séances. Dans l'esthétique de la pratique, il y a un paragraphe qui s'appelle la prélude en 16e de croche. Voilà. Alors le 16e de croche, c'est par définition la note que tout musicien est incapable de jouer. Oui. Puisque... Et pourtant elle existe. Elle existe. Elle existe et elle peut être très importante dans certains morceaux. Oui. Mais je crois que ce qu'il écrit là, c'est plus clair que ce qu'il avait écrit. Oui. Et je crois qu'il renvoie en fait au grain de sable. Oui, il le dit. Oui. Ce que Lefebvre appelle le résidu. C'est-à-dire la partie d'un tout qui est irréductible à la décomposition du tout, le mot de décomposition étant à prendre au sens propre, au sens figuré, c'est-à-dire à la fois à l'analyse du tout et au système même que constitue un tout, et en même temps à sa disparition. C'est ce qui reste, résidu, quand ça disparaît. C'est l'élément qui transcende en fait la logique du tout et va dialectiquement amener le tout à autre chose et à d'autres. Peut-être, je sais pas. Enfin, En tout cas, je crois que clairement, il le dit à certains moments, donc le rythme, hein, il est du côté clairement de la consommation, quoi, hein, donc, le service impeccable, je sais pas, enfin, il avait des mots un peu assez imagés. 16e de crosse, moi qui ne suis absolument pas musicien, j'ai l'impression qu'il intervient pour changer un peu la ligne mélodique, c'est-à-dire de faire. C'est clairement ça fait donc
référence à la production, c'est-à-dire au moment où il faut aller dans le politique, dans la production et sortir du procès de consommation. Moi je pense, connaissant un peu ce qu'il dit dans la production de l'individu, enfin la génétique du sujet, quoi. Donc c'est un peu peut-être ce qu'il faut lire aussi en filigrane à travers ça. C'est un peu ça, quoi. C'est ces moments nécessaires, hein, du rythme doit être dépassé. Il est là pour il dit, donc, faire oublier la mort quand il en a parlé au chapitre précédent. Il est là aussi pour faire oublier finalement le manque. Il le dit là par là, je ne sais plus où. Voilà, donc il vient, je vois plus où c'est, mais disons qu'il dit à un moment donné que bon, face le fœtus, mais enfin le bébé, etc. Donc face au manque, donc ce rythme va lui permettre de gommer l'effet du manque. Hein. Je ne me rappelle plus où il le dit, on vient de le lire. Par rapport à la fin. Ah oui, c'est ça sans doute. Voilà. La faim trouble ces paisibles existences. Voilà, donc là, entre le besoin et sa satisfaction apparaît une inexorable distance. L'espace suffisant pour l'angoisse, la déshérence, la déréliction. Alors le rythme intervient. C'est-à-dire que le rythme, il intervient à ce moment-là comme médiateur pour recréer, il le dit après, il a le pouvoir démiurgique de recréer l'immanence. Il est bien, alors le besoin coupe au plus court, il est bien soumis au manque, mais selon une temporalité qui transforme le temps de l'angoisse. Donc là, c'est plus l'angoisse de la mort, c'est l'angoisse enfin, c'est la mort aussi, la nourriture. En son contraire, la médiation, le détour qui garantit la consommation. Certes, la faille est apparue, l'angoisse, mais elle a été prétexte au pont qui l'enjambe, qui la surdétermine et qui garantit la consommation. Donc il a une fonction, le rythme. Mais après, donc, le concept de par aussi après de la mélodie, quoi, la ligne mélodique, là, il dit page 143 notamment. La mélodie, celle qui fait les mélodies. Et cette expérience du temps qui consiste à se défaire de soi, c'est-à-dire finalement à quitter le rythme, quoi, sous peut-être l'intervention d'un 16e de croche, comme il dit, et qui consiste à se défaire de soi pour se refaire. Tu repars dans un truc, voilà, donc, de mourir à soi-même pour renaître, mort et résurrection. Mais là, excusez-moi, parce que du coup, ça me renvoie moi, à la musique romantique, donc du coup, qui va sortir d'un système avec une temporalité, justement, où la mélodie fait sortir du système qui a été posé avant dans la musique classique. On a un développement dans la musique classique qui a sa propre logique, qui est relativement clos dans sa dynamique, alors que là, dans la musique romantique, il y a cet élément de dynamique qui fait sortir d'un état, qui fait passer à un état supérieur. Et donc, j'ai l'impression que ça ressemble à ce rôle de la musique romantique, quoi, celle
début du 19e, Beethoven. Et donc du coup, de faire partir la mélodie hors du système harmonique, quoi, en quelque sorte. La mélodie devient plus importante que l'harmonie. Construit, enfin bon, je sais pas, j'essaie d'interpréter encore une fois, parce que c'est des métaphores musicales, donc sixième de croche, la mélodie, c'est des éléments le grain de sable dont vous parliez là, des accidents entre guillemets qui fait évoluer le tout, qui transforme le tout. Non? Je sais pas. Si je me trompe, c'est encore une interprétation, désolé. Non, mais si on veut filer la métaphore musicale, il faut réfléchir, mais il y a sans doute des choses comme ça. Bon, ouais, c'est un vrai sujet de recherche, ça, parce que la musique, jusqu'à la musique romantique, disons, est très cadrée au niveau rythmique. En tout cas, la musique savante occidentale. Oui, c'est ça. C'est pas forcément le cas d'autres musiques. Mais elle est très cadrée. Et le romantisme s'émancipe progressivement du cadre, tout en restant une musique avec une mesure, avec des rythmes. Bien sûr. Mais on se met à combiner de manière beaucoup complexe les rythmes, on se met à s'autoriser des suspensions de rythme, des passages sans rythme. Mais historiquement, le grain de sable, il est dans la musique médiévale aussi, avec l'idée de la note interdite, de la note diabolique, par rapport à l'harmonie. Par rapport à l'harmonie, par rapport à la mélodie. Le triton est interdit dans la mélodie. Et évidemment, ça a une incidence sur l'harmonie, mais ça veut dire qu'il y a aussi des accords interdits. Mais c'est dans la mélodie que le triton prescrit, prohibé en tout cas, pas prescrit, prohibé. Bon. Moi, j'aurais tendance à dire, qu'est-ce que la métaphore musicale, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre avec cette métaphore musicale? Je pense qu'il veut nous faire comprendre une chose, à mon avis, très, très juste, c'est que le rythme engendre sa négation. Parce que le rythme donne au sujet la possibilité de l'expérience de son interruption. Le 16e de croche. Alors c'est pas 6e de croche l'interruption, mais son interruption, pour une raison ou pour une autre, la fin qui est une négation du rythme, puisque le rythme c'est la satisfaction du besoin, et puis la fin fait naître autre chose que le rythme, évidemment, c'est le non-rythme, c'est le manque. J'ai faim. Et en même temps, en satisfaisant ce manque, on réouvre le chapitre du rythme. C'est-à-dire que là, il y a un moment du négatif dans le rythme qui est inscrit dans l'idée même du rythme, enfin dans la réalité même du rythme. Et dans l'expérience la plus basique de l'ontogénèse, l'enfant qui pleure parce qu'il a faim, on le voit de sa mère. Et à partir de là, qui fait l'expérience du manque, qui va ensuite se développer
prospérer au travers d'autres expériences, y compris ayant une incidence dans le rapport aux autres, etc. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Là-dessus, moi, je suis assez d'accord avec ça. Je ne sais pas comment on pourrait ne pas l'être. Sauf que, néanmoins, l'expression du manque et la satisfaction du manque suppose une expression. Donc, là encore, un rapport à l'autre. La question pour moi, c'est est-ce que l'intériorisation du rythme par le sujet résulte de la négation du rythme? Vous dire que c'est un rythme social, Oui, ouais. Mais même au niveau de l'ontogénèse, même au niveau du bébé. Est-ce qu'on peut considérer que ça n'est pas l'expérience de la rupture du rythme qui est le moment de l'émergence de la perception du rythme? Parce qu'un rythme, la répétition, elle est due, elle est là. Et quand ça s'arrête, elle n'est plus là. Et quand elle n'est plus là, elle pose question. Elle interpelle. Chez Simondon, c'est une individuation. Quand un système rythmique est transformé, on passe à une autre échelle. Oui. Mais je pense que c'est ce qu'il dit. Oui. Hein, c'est ce qu'il dit. Là, quand il parle qui consiste à se défaire de soi pour se refaire, c'est bien ça. Quoi. Oui, c'est ça. De mourir à soi-même pour renaître. C'est-à-dire que tu es dans le rythme. Pour lui, le rythme, c'est quand même jubilatoire. C'est le service impeccable, la consommation. Bon. Mais il y a un grain de sable, le 16e de croix, ce que tu veux, et qui te fait effectivement, qui met un peu le surgissement de la production. Parce que, regarde, il dit, c'est par une infime temporalité que le procès de production peut apparaître, se glisser dans la place et détruire de l'intérieur le temps improductif de la mesure. C'est-à-dire que le temps du rythme improductif dans la consommation, par ce caillou dans la chaussure ou ce 16e de croche, est détruit de l'intérieur, mais il n'est pas détruit comme ça, il est détruit pour refaire un autre rythme, quoi, qui puisse être porteur sans doute du procès de production. Je pense que c'est comme ça qu'il faut... C'est pour nous rassurer, hein. C'est pour nous rassurer sur notre mettre un peu d'optimisme dans notre compréhension du monde. Oui, apparemment, c'est là aussi ce qu'il dit. Apparemment, le rythme serait une pièce pour éluder la mort et éluder la déréliction de la fin. Et en même temps, c'est une expérience de la mort. Voilà. Oui, voilà, elle va jusque-là. Parce que dans son interruption, il y a l'angoisse. Ouais. Il en parle après, l'angoisse c'est positif. Quoi. Enfin, Oui, l'angoisse. Oui, bien sûr. Le chinois qui sont pas. L'angoisse, c'est encore un concept heideggerien. Oui. Il y a beaucoup de Sartre concepts aussi, heideggeriens. Du coup, chez Adorno, la question de cette angoisse négative, elle n'est pas prise. Apparemment, c'est pas le point de vue d'Heidegger, c'est juste la prochaine angoisse dont il faudrait se saisir, presque, cette angoisse beaucoup plus vaste de maintenant, de notre déréliction actuelle, pour reconstituer une autre... La bombe atomique et la Shoah sont des grains de sable qui ont cassé un rythme. Qu'il va falloir encore reprendre par-dessus ça.
Dans le bon sens, Le j'espère. 16e de croche. Oui, il le donne dans oui, enfin, il me semble qu'il le donne enfin, lui, c'est pas le désespoir. Il dit qu'il faut aller jusqu'au désespoir pour le voir. Mais, L'angoisse est positive, enfin, chez ça, ou même chez Kouska, je pense, puisqu'elle fait réagir. Chez Heidegger. Chez Heidegger aussi. L'angoisse, c'est le mode d'être qui permet au Dasein, c'est-à-dire à l'homme, ouais. de se révéler à lui-même comme être. Ah. Sinon, il n'est qu'un être d'étang. D'accord. Donc, Toi, tu t'es attelé à Heidegger. j'ai lu Heidegger cette année. C'est cette année, c'est ça? Jamais que tu l'avais appris. C'est intéressant. Bah oui, sans doute. Oui. Mais je vois plein de concepts heideggeriens. Là, tout à l'heure, je relisais en bref. Et je vois qu'il emploie un concept heideggerien très utile, très intéressant, et très utile, puisque c'est le concept d'utile. Le concept d'utile, Heidegger travaille là-dessus. L'utile, c'est le mode d'être du monde dans la mondéité. La mondéité, c'est Les étangs. la mondéité, c'est la structure de la présence du monde au Dasein, c'est-à-dire à l'homme. Il faut que je refouille dans mes lectures d'il y a 6 mois, mais le Dasein, Heidegger se livre à une analyse qu'il qualifie de phénoménologique des modes d'être du Dasein. Le Dasein, c'est pour Heidegger, l'homme, c'est le seul étant qui a l'entente de l'être, est susceptible d'avoir l'entente de l'être. Et l'entente de l'être, c'est l'aptitude à se penser, lui, Dasein, en tant qu'être, à penser l'être. À penser l'être, et s'il peut penser l'être, c'est parce qu'il y a un caractère, une sorte d'aptitude, de compétence qualitative à le penser. Et donc, la phénoménologie mène l'enquête. Où est-elle? Est-ce que d'abord elle existe? Et si elle existe, où est-elle? Où la trouver? Oui. Et donc, il va la trouver dans 3 grandes dimensions de l'existence du Dasein: le monde, les autres, les autres et soi-même, et la pensée, et le langage. Le langage, pas la pensée. Le langage. Existe la praxis. Ah oui, c'est la praxis. Mais il y a des choses. Il y a un passage dans L'être et le temps où il parle de la praxis, qu'il définit prétendument conformément aux termes d'Aristote. Mais je n'ai pas regardé chez Aristote si c'était. Parce qu'il faut se méfier qu'Heidegger, ça ne le dérange pas de plastiquer les concepts des Grecs tranquillement. Il met tout Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Et avec naturellement d'excellents arguments. Et donc, mais la mondéité, ce qui fait que le monde est pour nous d'emblée présent, et que donc on est dans le monde, mais que le monde n'existerait pas sans le Dasein, puisque c'est le Dasein qui est le critère d'existence, qui est le critérium d'existence, puisque c'est le seul qui se pense comme étant au monde, et étant avec les autres. Donc cette mondéité est remplie d'objets,
et la structure ontologique de la liaison entre le Dasein et ses objets, ces étangs extrêmement divers, c'est l'utile. Alors naturellement... c'est une connotation négative pour lui, non? Non, parce que le Dasein n'existerait pas sans le monde. En fait, ce qu'il tente de penser, c'est la structure globale de l'existence. Bien sûr que le monde n'existe pas sans le Dasein, mais le Dasein sans le monde n'existe pas non plus. Vous voyez, c'est cette totalité ontologique dans laquelle nous évoluons, mais qui n'est pour nous, sans l'entente de l'être, que purement ontique, c'est-à-dire purement, je dirais, événementiel, voilà, sans rapport à l'être. C'est cette totalité-là qu'il essaie de repenser dans une logique de l'entente de l'être. Donc l'utile, c'est un concept heideggerien. Et c'est dans le chapitre sur l'utile qu'il parle de la praxis. Ah oui, du coup. Il faudrait que je regarde ça, tiens. Parce que du coup, ouais, donc la praxis passe par cette... c'est non plus un élément... c'est le lien qui lui permet d'établir... L'utile lui permet d'établir un lien entre des êtres isolés, des sujets isolés, et un monde... comment dire, idéaliste, presque. Alors, le Dasein, c'est pas le sujet. Le Dasein, c'est l'homme en tant qu'existant, qu'être là. Mais c'est pas non plus l'homme anthropologique, c'est l'humain, c'est le Dasein, quoi. D'accord. Voilà. Et les contresens de l'interprétation d'Heidegger, ça consiste souvent à prendre, par exemple, le Dasein pour un sujet. Heidegger dit voilà. le Dasein n'est sujet que quand on a exploré à fond la structure ontologique qui est la sienne et qu'on a compris comment le Dasein qu'on a compris l'être du Dasein. Parce que sinon, le Dasein, le soi-même chez Heidegger, c'est le premier soi-même, le soi-même de la quotidienneté, c'est un personnage absolument hideux. C'est un personnage de peu d'intérêt, qui jalouse son prochain, qui... voilà, c'est pas... il n'est pas authentique. Ah, c'est ça. Le terme heideggerien, c'est l'authenticité. Donc il n'est pas authentique, il est mené par ses désirs, mené par ses intérêts, mené par la technique, mené par... Voilà. Ce qui permettra à Heidegger de classer l'humanité de son temps sur une base largement ethnique, entre des peuples qui sont plus authentiques que d'autres et qui ont donc plus facilement accès à l'entente de l'être que d'autres. Il y en a certains, y compris, qui sont d'ailleurs, de ce point de vue-là, complètement condamnés, puisque complètement asservis à la technique, complètement asservis à la rationalité. Parce que cette entente de l'être n'est pas une science, c'est pas un processus rationnel, c'est un processus phénoménologique d'interpellation de la structure ontologique du Dasein. Voilà. Ça ne résulte pas d'une connaissance. Bon. Bourdieu qualifiait Heidegger de la pensée heideggerienne de blablabla de la forêt noire. C'est un point de vue. Mais c'est un blablabla quand même qui s'est fait entendre. Oui. Oui. Non, il y a dans tout ça, il y a des choses, mais vous savez, il y a eu un heideggerio-marxisme, je ne sais pas comment on dit, heidegeriano-marxisme, bien sûr. Vous avez des gens comme
Axelos, par exemple, il marche sur 3 pieds, Nietzsche, Heidegger, Marx. Et il y a des choses intéressantes chez Axelos. J'ai même vu cette chose qui m'a alors là scotché, mais j'étais tellement scotché que j'avais pas de stylo sur la main pour noter où c'était. C'est dans les lettres à Franca. Mais je n'ai jamais retrouvé le passage. Où Althusser dit Heidegger, c'est le plus grand des matérialistes. C'est un mec vraiment qui a compté avec des interprétations très. C'est vrai que c'est quand même faire le grand écart. Hein. Ah oui. Oui, mais la lutte des classes chez je ne suis pas sûr. Althusser, dans les lettres à Franca, qui sont des lettres tardives, c'est quand même la dernière décennie de la vie d'Althusser, et il dit très modestement, c'était pas fait pour être répété, qu'il découvre Heidegger à ce moment-là. Il n'a jamais trop prêté attention à ça. Et donc, dans une première lecture, comme ça, paf, il se prend un truc comme ça peut marcher, je pense. Même avec Althusser. Mais c'est pas une lecture de 40 ans. Althusser, c'est qui est intéressant à lire dans ses lettres à Franca, moi ça m'avait frappé, c'est qu'il dit à Franca, voilà, je travaille là-dessus, je réfléchis là-dessus, etc. Et il dit très couramment, en parlant de grands noms de la philosophie, celui-là je ne connais pas, je vais commencer à le lire, mais pas d'un de nos articles à nous qu'on pourrait faire, mais des trucs Leibniz, Heidegger, voilà, des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est un mec qui a l'honnêteté d'admettre facilement ses lacunes, pour moi, cette italienne qui doit avoir beaucoup de charme. Ouais. Mais est-ce que c'est... Ces impasses. C'est très... c'est quand même très tautologique, quoi. Comme disait Kluskar par rapport au maître de Heidegger, enfin, après il l'a trahi, il dénonçait. Husserl, il disait que certains même prétendent atteindre la conscience en mettant le monde entre parenthèses. C'est clairement ce que fait Husserl. Oui. C'est aussi, je pense, ce que fait Heidegger, c'est une déclinaison de ça aussi. C'est-à-dire que bon, c'est du blabla en forêt noire. Disons que c'est quand même le fait même qu'il ne fasse pas cas de la production, quoi. C'est quand même c'est là où le caillou dans sa chaussure. Parce que c'est quand même très très gênant. Et ces gens-là rentrent dans la philosophie en évitant la porte histoire. Un des grands débats du XXe siècle en philosophie, c'est le débat sur la critique de l'historicisme. L'historicisme ne se résumant pas à l'histoire. L'historicisme, c'est une idéologie philosophique, un idéalisme philosophique qui tire ses arguments de l'histoire. Mais au nom de la critique de l'historicisme, on fait facilement l'impasse sur l'histoire. Et sur, par exemple, ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la praxis. On a tendance à prendre le sujet comme tout constitué ayant sa raison d'être en soi. On ne sait pas d'où il vient et où il va, mais on cherche à savoir ce qu'il est. C'est ce qui caractérise beaucoup de ces philosophies-là, avec une haine de l'histoire. Le bouquin de Sourdo, il développe ça abondamment. C'est une haine de l'histoire parce qu'on considère que c'est pas dans l'histoire qu'il y a la vérité de l'humain. Il y a plein de raisons. Je crois que...
Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Non, mais par rapport à l'utile, est-ce que Kouskar traite quelque part de l'utile? Alors, moi, je pense qu'il en traite un peu dans le néofascisme et l'idéologie du désir, quoi. Le bouquin qui était fait contre l'anti-Édipe de Deleuze et Guattari. Moi, je crois que si il y a quelque chose qui pourrait se rapprocher de l'utile chez Kouskar, c'est la consommation des nécessaires à la reproduction de la force de travail. Voilà, c'est le frigo, c'est la bagnole pour aller au boulot, et ça, c'est bien normal, quoi. Alors, il n'est pas dans le... pour lui, si tu veux, c'est bien normal que le prolo ait son frigo et sa machine à laver. Et il est contre des types comme Marcus, puisqu'il les accuse de dire que le prolétariat aurait trahi pour un plat de lentilles. Voilà, donc, et là ou un frigo. Ou un frigo. Mais là où il voit l'aspect négatif de l'utilité, c'est dans précisément l'inutilité de ce qui est le fait du parasitisme, hein, ce qu'il appelle ludique, libidinal, marginal, etc. Mais l'utile, pour lui, c'est... Alors je ne savais pas que pour Heidegger, c'était pas non plus négatif, quoi. Enfin, je suppose que... Mais moi, je pensais négatif, quoi. Je me disais, tiens... Bon, en tout cas, pour Kouskar, qui est un grand critique de Heidegger, hein, il n'y a jamais un truc positif de Kouskar sur Heidegger, nulle part, quoi. Tu peux peut-être en trouver peut-être sur Husserl, et encore, vraiment, très très peu. Mais c'est systématiquement, donc, il dénonce comme réactionnaire. Ah oui, oui. L'authenticité de l'être. Là, il est tout à fait... Ah non, non. Il n'est pas du tout... il n'est pas du tout... Alors bon, c'est vrai qu'il est... Bon, le truc d'être pour la mort, là, bon... c'est autre chose, là, peut-être. C'est pas encore trop connoté réactionnaire, quoi. Mais non, mais il y a, on peut être tout à fait contre un penseur et l'avoir digéré, bien travaillé, hein, comme dit Marx, l'avoir assimilé de l'intérieur, c'est quand même quelque chose. Et puis en même temps, avoir, parce qu'on a passé des années avec, il y a ferraillé avec, avoir tendance à reprendre ses idées. Moi, ça ne me choque pas. Hein. C'est pour ça que... Parce que là, ce qu'il dit, être pour la mort, à la limite, on se dit, mais Kouskar, il a heideggerien, quoi. Moi, je ne veux pas vous dire que Kouskar est heideggerien. Je dis qu'il emploie des mots. Bon, utile, je veux bien encore penser que utile, ça a tout à fait autre sens. Ça, il y a... Mais par contre, sa notion de l'existence, ça mériterait une réflexion sur les relations, la conception de l'existence chez l'un et chez l'autre. C'est sans doute pas la même. Alors je crois que c'est la même. Je crois que plutôt que Heidegger, c'est un peu ce que je suggérais la dernière fois, mais j'ai eu un avis contraire. J'ai téléphoné à un de ses amis d'enfance qu'il a bien connu, Bernard Charles, et il m'a dit que... Non, parce que moi je pensais que c'était ça, quoi, dont il aurait pu assimiler, comme tu dis, négativement, quoi, une partie de l'approche dans l'être et le néant. Et alors Bernard Shaw m'a dit que non, il n'était pas existentialiste, c'était pas bon, il connaissait Sartre, mais sans plus, quoi. C'était pas... moi, je l'avais entendu dire, on était tous existentialistes après la guerre. Peut-être que c'était un peu une parole comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a lu L'être et le néant, quoi. Bon, ça c'est clair. Bon, alors, est-ce que, plutôt que Heidegger, qui peut-être n'était pas entièrement traduit à l'époque, L'être étant, oui, mais le reste, je sais pas. Je pense qu'il a été quand même... il a peut-être vu Heidegger à travers le prisme de Sartre, quoi, plutôt, je crois. Mais pour peut-être le redresser, pour en prendre
voilà, on fait comment le malaxer différemment, quoi, hein, et pour faire autre chose, quoi. Mais ça, c'est vrai que la problématique existentielle, là, pour le coup, Sartre est au cœur de cette problématique. Mais sur Heidegger, je ne crois pas. Il est très négatif sur Heidegger. Partout. Non, mais il est. Alors, non, je crois qu'il. Ah non, non, il n'est pas du tout. Mais par exemple, Sartre, oui, effectivement, faudrait voir les points où il y a pu y avoir peut-être un emprunt en le digérant de partie de l'être et le néant. Par rapport à la critique de la raison dialectique, il m'a dit que c'était raté. Mais oui, un emprunt, mais ça peut être aussi un contre-emprunt. Bah, de toute façon, tu te construis contre. Et ça, il le disait tout le temps, on se construit toujours contre. La philosophie, c'est une activité à deux. Ah ouais, ouais. Il y a un adversaire. Finalement, il écrit néofascisme contre Deleuze. Contre Deleuze, qui vient de... Deleuze a sorti l'Anti-Édipe en 1972, et Kouskar écrit néofascisme, idéologie du désir, en 1972 aussi, et il est publié en 1973. Donc c'est vrai que tu te construis toujours contre les... C'est pour ça que dans les périodes de chaos... La conjoncture de l'après-guerre. Hein. Ah ouais, ouais. Le panorama philosophique de l'après-guerre en France, c'est quoi? Marx est connu essentiellement au travers du Diamant. Les œuvres de Marx ont été publiées déjà commencé à être publiées à partir des années 20. Et surtout dans des éditions qui se diffusent de manière conséquente. En 26-27, Lefebvre et son collègue qui est parti aux États-Unis sortent des extraits de textes de Marx, des passages. Hegel, pareil, Hegel est très peu connu. Ces gens-là ont le mérite de faire connaître Hegel et Marx, commencer à faire connaître, et avec une appropriation des textes de Marx qui est longue, qui est d'ailleurs très, très paradoxale. Hein. Marx inspire les surréalistes, il inspire un tas de gens, pas simplement les marxistes, même s'il est contre le surréalisme et le marxisme, d'ailleurs ça s'explique aussi comme ça. Avant la guerre, Hegel est relativement peu connu en France. Il y a eu le séminaire de Kojève, mais qui a été suivi par une quantité relativement faible de gens. Hippolyte, c'est après la guerre. Donc Hegel n'est pas très connu. En fait, en France, c'est l'existentialisme et c'est Bergson. Encore, hein. Bergson. Et ce qui attire beaucoup les existentialistes à l'existence, ce qui fait que l'existentialisme attire beaucoup, c'est le questionnement qu'il induit par rapport à Bergson. C'est la guerre entre lui et Bergson. Et il y a un existentialisme de gauche, comme il y a un bergsonisme de droite. Hein, il y a des jeunes qui s'identifient à toutes ces problématiques-là. Alors après, il y a ce que moi j'appelle le grand rationalisme français, des années 20-30, mais qui est très universitaire. Il y a l'humanisme français, il y a Alain, Bachelard c'est après. Ah oui, Bachelard c'est c'est après. Bachelard est connu après la guerre. Ah oui. Même si il a déjà travaillé avant. Tu vois, j'ai lu les œuvres, le premier volume des œuvres de Canguilhem. Oui, c'est très intéressant. Canguilhem faisait ses études avant la guerre. Et il raconte ça, ce qu'ils avaient sous la main pour penser.
Alors après, ils avaient la philosophie classique, Platon, Kant, très important. L'existentialisme aussi se constitue comme un dépassement de Kant. Kant est très important, Descartes évidemment, qui inspire tout le grand rationalisme français, Platon, Aristote, mais voilà, on est sur la philosophie est un monde de lettres, c'est pas encore un monde d'actualité comme ça a pu l'être dans les années 70 où tout d'un coup on se mettait à vendre de la philosophie dans les quais de gare. Encore, c'est pas la mode. Mais tous ces gens-là ont été fabriqués là-dedans. De Santi, c'est pareil. Jean Toussaint de Santi, il a écrit ses mémoires, Jean Toussaint de Santi, c'est très intéressant. Cavaillès, par exemple, Cavaillès qui est un type considérable, il ne connaît pas beaucoup Marx, on n'étudiait pas Marx. Vous savez, Marx a été très tard à l'agrégation de philo. Moi, quand j'ai passé la grecque en 70, il n'y avait pas encore une seule fois Marx à l'agrégation. Il y avait des pétitions pour demander que Marx vienne à l'agrégation, compte tenu de l'importance de l'œuvre de ce bonhomme et de l'influence qu'il a sur les... Et il y avait des mecs qui résistaient en disant c'est pas un philosophe, c'est un sociologue. Moi, les profs qui m'ont enseigné, alors, les profs français qui m'ont enseigné, que j'ai eu comme prof, ils venaient de... C'était leur socle de modernité, c'était Bergson. Et c'était des gens qui avaient 50 ans. C'était dans quelle année ça? 1973, 1974. C'était des gens qui étaient tout de suite après-guerre. C'était Bergson ou c'était Sartre? Ah, il y avait Sartre aussi. Un gars comme Killian, c'était un marxiste, prof de philo. Un jour, il m'a expliqué que lui, il était venu au marxisme, alors il avait quel âge qu'il a? Il était d'une cinquantaine d'années. Il était venu au marxisme dans les années 60. Ben, le 30 du Tao, il y a toute une trajectoire de 30 du Tao. À partir de l'existentialisme et de la philosophie husserlienne jusqu'au marxisme, avec une expérience des limites et des dépassements de Husserl, de Tao. De toute façon, je crois que on est traversé et travaillé par une époque, par notre époque. Je pense que Kluskar aussi l'a été, parce que, enfin, en discutant, je crois, d'ailleurs, avec Bernard Charles, ce qu'il a mal digéré, si tu veux, c'était après-guerre, le désarmement des résistants communistes. Le fait que ça l'a... Et après, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le plan Marshall, et puis, ce qui est central quand même dans son interprétation des années d'après-guerre, un peu donc la tentative d'émergence de ces marchés du désir, et puis l'explosion sociétale, disons, de 68. Donc il est traversé... La guerre froide. Et la guerre froide aussi. Moi, je crois qu'il est... Marchand, la guerre froide. Ah ouais, absolument. Ça. Mais donc il a été traversé par ça, et c'est à ça qu'il réagit, quoi, parce qu'il réagit de manière cohérente, et donc tout ce qui voit, qui s'écarte, effectivement, et qui est conciliante avec cette phase, le fait effectivement réagir. Donc, je pense que tout est au niveau politique, au niveau philosophique, il traque effectivement tout ce qui lui semble être un état de régression, quoi. Bon, aujourd'hui c'est encore autre chose, on est traversé aussi par notre époque, et ô combien spécial, quoi. Donc, d'où l'intérêt pour Kluskar, hein, qui est aujourd'hui, il y a un net intérêt pour Kluskar. Oh bah oui, puis
justifié. Voilà, c'est justifié, parce qu'effectivement, beaucoup de gens effectivement, font ce constat-là, et c'est la grille théorique voilà, qui se plaque sur cette... qui se plaque là-dessus, quoi, voilà, donc tout simplement, donc alors, au niveau phénoménologique, sociologique, mais là, c'est au niveau anthropologique, carrément. Ouais. C'est d'autant plus méritoire.